Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi. Hi, I'm Ilaria Graziano and I'm here to present to you my project and experience with Yoko Kanno and anime music and my project with Francesco Forni. Au sommaire, aujourd'hui nous avons à lire à voir avec le volume 1 du manga Liselott. Pourquoi on est là? Un reportage sur le moteur Unity et enfin les oubliés de la préhistoire sur Cosmic Smash et tout de suite les news. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Ralph Baer, l'un des pères du jeu vidéo. Baer travaillait en tant qu'ingénieur pour la société d'électronique Sanders Associates lorsqu'il eut l'idée, en 1966, de concevoir une machine qui permettrait de se divertir sur son écran de télévision. Ce n'est qu'en 1971 que son prototype, la Brown Box, sera commercialisé par Magnavox sous le nom Odyssey. Avec cette toute première console de jeu, l'industrie du jeu vidéo était née. Ralph Baer s'est éteint le samedi 6 décembre à l'âge de 92 ans. Merci pour tout, Monsieur Baer. C'est à l'occasion du PlayStation Experience, un event Sony célébrant les 20 ans de la marque PlayStation et sur lequel on reviendra bientôt plus en détail, que Square Enix a joué les comiques de fin de repas en confirmant l'arrivée de l'illustre Final Fantasy VII sur PS4. Non pas sous forme de remake, comme l'attendait l'écrasante majorité des joueurs dans le monde, mais dans une version similaire à ce que l'on peut actuellement trouver sur le PSN. Notez qu'on ne juge pas vraiment l'initiative. Après tout, mettre à disposition FF7 pour les possesseurs de PS4 ne semble pas forcément déraisonnable. En revanche, faire monter sur scène Hashimoto Sensei, créer un style de palier d'intensité durant le trailer, pour ensuite annoncer qu'il ne s'agit toujours pas d'un remake mais d'un simple portage, pourrait être considéré par certains comme un véritable sketch. Une partie de la communauté a ainsi ragé, criant au troll ultime. Nous, on se contentera de s'interroger sur la communication de Square Enix, dont les énormes ratés s'enchaînent au fil des années. Allez, histoire de terminer ces news en chanson, voici un mini point sur le dernier Just Dance, édition 2015, qui a pu être testé à la rédac. Le jeu séduit visiblement toujours autant le public visé, même si le design n'évolue pas énormément. On retrouve l'énergie habituelle de la série avec de nouveaux titres, comme le carton là que vous écoutez en ce moment, ou encore une chanson de Stromae, les titres français étant suffisamment rares pour être signalés. En tout, plus de 40 chansons sont proposées, sachant que le titre s'accompagne, comme d'habitude, d'une flopée de DLC à 3 €, ce qui est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, les DLC acquis sur l'édition 2014 ne sont pas compatibles avec la version 2015. Ensuite, parmi les chansons en DLC, on trouve des titres présents dans Just Dance 2014, ce qui est aussi aberrant qu'agaçant. Just Dance 2015 n'en reste pas moins un titre grand public complet, avec le retour du World Dance Floor, un mode online enchaînant les titres, ainsi que du mode Sweat, qui s'appelle maintenant Playlist, et comptabilise les calories supposément perdues. Quelques nouveautés sont bien sûr proposées comme les sympathiques remixes de la communauté ou la possibilité de brancher un micro, comme celui du karaoké de la Wii U par exemple. Cela permet de chanter sur certains titres et d'engranger ainsi des points supplémentaires. Sans oublier le JD Wall qui permet d'afficher des news, des défis ou encore des titres à gagner en reportant tel nombre de points. Voilà, vous avez maintenant le thème de Frozen dans la tête, ce qui était l'objectif caché de cette news. Je sais, c'est pas sympa. I started to work with Yoko Kanno a long time ago. We met in Naples for first time. She was looking for an Italian singer and someone nominated me. The work with Yoko, it was full of music and experience all around the world with many musicians. And first time we recorded, I remember, in Rome. And with big orchestra. It was and is still a very inspiring meeting with her. The way we worked together was very deeply in connection, and I always loved singing her music for Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Wolf's Rain, and other soundtracks for video games. Now, after I tell you more about
my work with Yoko, we have a little war, and I see you later. Yoshihira Yasuhiro est un jeune réalisateur qui a su se faire remarquer dans les années 2000 après avoir fondé son propre studio, Rika. Il cumule un peu tous les postes et suit un premier temps les traces de Shinkai Makoto, qui avait réalisé son premier court-métrage Hoshi no Koe quasiment tout seul. Son premier film commercialisé, Pale Cocoon, sorti en 2006, était une œuvre SF à l'ambiance éthérée et poétique. Après de nombreux autres projets, dont Eve no Jikan, qui fut diffusé en simulcast en France, le réalisateur revient avec Patema et le monde inversé, sorti récemment. Le film, après une sélection au Festival d'Annecy en 2013, avait même pu bénéficier d'une sortie dans les salles françaises en mars 2014 par le biais d'Eurozoom. No Life avait pu croiser le réalisateur à cette occasion pour un reportage toujours disponible sur Noko. Patema, l'héroïne du film, est une jeune fille qui ne peut s'empêcher d'explorer les souterrains dans lesquels elle vit, même les zones interdites. Elle rêve de découvrir le monde extérieur qu'elle n'a jamais vu. Qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir me balader où je veux dans les souterrains? Quand elle aura enfin l'occasion de s'y aventurer, vers la ville d'Aiga, elle se rendra compte que la gravité de son monde et celui de la surface sont inversés. Elle n'a d'autre choix que de s'agripper à Age, le jeune garçon qu'elle croise à son arrivée, pour éviter de tomber dans le ciel. Le film joue en permanence sur l'inversion du point de vue du spectateur et des protagonistes. Jamais l'expression retournement de situation n'aura été si pertinente. Le film explique de manière frappante visuellement que vivre ensemble, c'est avant tout comprendre le point de vue de l'autre, même s'il est diamétralement opposé. On pourrait penser qu'on enfonce ici des portes ouvertes, mais le monde dans lequel on vit semble s'évertuer à nous prouver que ce n'est pas le cas et que certains préfèrent s'étriper avant tout. La structure du monde imaginée par le réalisateur est réjouissante. On va de découverte en découverte, toujours en équilibre instable, sans jamais être certain que le sol ne va pas se dérober sous ses pieds. Yoshihira Yasuhiro s'est entouré de toute une équipe, dont Oshima Michiru à la musique. Pour rappel, il s'agit de la compositrice de Full Metal Alchemist et d'Ico, sans oublier Yamaoka Akira pour tout ce qui a trait au son. L'AVF réalisée par le studio One Take est fluide et naturelle, sans qu'elle ait à forcer le trait. Elle sait se faire écouter de manière très agréable. C'est Gabriel Bismuth bien-aimé qui tient le rôle d'Age. Le comédien au CV plus qu'étoffé a pu tenir notamment le rôle d'Ender dans le film Live la stratégie Ender. Patema est interprétée quant à elle par Jennifer Fovo. Elle a pu entre autres prêter sa voix à Shishi ou Videl dans Dragon Ball Z Kai. D'ailleurs, en parlant de ce titre, si vous reconnaissez la voix de Gohan parmi les rôles secondaires, c'est tout à fait normal. Brigitte Lecordier a pu participer au doublage du film également, et une voix comme ça se repère facilement. Salut! Après avoir été pas mal chahuté à ses débuts, All The Anime sort Patema en plusieurs éditions, simples ou collector. Cette dernière se part d'un coffret du plus bel effet, même si le digipack contenant les disques semble un peu fragile. Le film est disponible en DVD ou Blu-ray, accompagné de sa bande originale sur CD. Les bonus vidéo sont assez nombreux, avec des interviews des comédiens principaux et du réalisateur, un commentaire audio et des scènes inversées pour voir certaines scènes du point de vue de Patema. En bonus physique, il y a le fac-similé du dernier mail de Lagos, un clin d'œil très plaisant pour ceux qui ont vu le film, et un joli livre intitulé Official Design Works. D'un format tout à fait respectable pour un objet de ce genre, sur un papier très épais, on est loin du simple livret bonus DVD. Celui-ci est rempli d'interviews de l'équipe, d'extraits de storyboard, de recherches, de plans d'animation, et même une histoire inédite. Seul bémol, cet ouvrage n'est qu'en anglais. Pour moins d'une 50aine d'euros, cette édition collector soignée et bien fournie est très plaisante pour un film terriblement attachant. Non, c'est pas que je veux pas parler de Liselotte et la forêt des sorcières, mais les mangas pour filles, c'est pas mon truc. Je préfère les histoires de mecs, moi, avec des muscles, tout ça. Non, je suis catégorique, je le ferai pas. Oui, un petit shoujo, ça a jamais tué personne, certes. Bon d'accord, je veux bien le lire. J'y jette juste un œil. C'est vrai qu'il s'agit de la nouvelle histoire de Takaya Natsuki, après tout. Fruits Basket, son histoire la plus connue, est parue initialement en 23 volumes entre 1998 et 2006. Publié en France aux éditions Delcourt, ce fut un des gros succès en manga de l'éditeur et du shoujo en général. Après Twinkle Stars, terminé en 2011, la parution japonaise de Liselotte a commencé en avril 2012 et compte déjà 5 tomes sur l'archipel. Liselotte et la forêt des sorcières est édité, toujours chez Delcourt, depuis début novembre chez nous.
Liselotte est une jeune fille de bonne famille qui vient s'installer dans une province reculée avec ses 2 domestiques, Alto et Anna. Hauts comme 3 pommes et dotés d'un certain caractère, ils s'occupent du quotidien de leur maîtresse qui, sous ses airs enjoués, possède un passé que l'on découvre vite troublé. Liselotte n'en fait qu'à sa tête dans son nouveau domicile. Elle s'essaie à la vie dans les champs ou encore se promène en toute liberté dans la campagne. Les rumeurs qui racontent que des sorcières et autres créatures maléfiques rôdent près de sa nouvelle demeure, elles sont forcément sans fondement, n'est-ce pas? Ce qui ne l'empêchera pas d'accumuler rapidement les rencontres hautes en couleurs. Tout d'abord avec Engetsu, sorte de mercenaire squatter, ou encore Yomi, un familier tout mignon, pas si démoniaque qu'il le prétend. Le trait de l'auteur est toujours aussi léger, les décors sont sobres, pour ne pas dire dépouillés. Ce premier volume de Liselotte se lit d'une traite. On a envie d'en savoir plus, très prochainement, sur les malheurs qui gâtent l'héroïne. Effectivement, un shoujo de temps en temps ça ne fait pas de mal, surtout quand il est aussi léger que celui-là. Yoko is an amazing Japanese composer. She was working, and she is still working, for many anime soundtracks like Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Wolf's Rain, and many others, which I don't even know. The work with her was very inspiring, and I was lucky to record many songs with her all around the world, in New York, Paris, London, Japan, and every time it was a different and amazing experience, because her way to record music, to write music, is always different. We did together electronic soundtrack, classical with orchestra, and for a singer, it's a big opportunity to explore music in many different ways. I remember once when we were in New York, and we recorded in a quartet this song, which I will do also later live with a little surprise that I have here, and it was this amazing experience. And once she told me, Ilaria, when you sing this song, just think about clouds in the sky, and she made you feeling with your voice and your feeling that you were in the clouds in the sky. So she's an amazing composer with big sensitivity. And thanks for this work. One time I was called by comic anime in Louisiana for a convention of cosplay in Louisiana, and they asked me to go there to have a concert, and I went there with this great musician who I work with, which the name is Francesco Forni, and he arranged all the songs that we recorded with Yoko with electric guitar and loop. And we had this beautiful concert over there, and for the first time I had the chance to meet all the people that follows the anime world and the music, and for me it was a great experience because I had the chance to understand what I really was doing, and for that occasion I got to watch all the animes that I was singing for, but not all the time I could see, I could watch, or I knew deeply the story of that anime. And so I told you that I had a surprise. I would sing a little song from Wolf's Rain with Francesco Forni, and I will introduce you as well. My project with him, we did together two albums, but just not now, because now we have Pourquoi on est là.
Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? En fait, elle était là, comme ça, une petite ficelle, elle dansait sur mes genoux, et d'un coup, il y a Stéphane qui se ramène, tu sais, Stéphane, le gars qui travaille au 5e. Et donc, il arrive, et je lui fais, dis donc Stéphane, toujours pas de vrai métier, toi, alors? Il travaille au 5e, le gars. Parce que toi, t'as un vrai métier. Nous, ici, on a tous des vrais métiers. Marion? Oui, je pense qu'avec un salaire de 5 chiffres, ça atteste d'un vrai métier, oui. Putain, mais n'importe quoi. Depuis quand un salaire de 5 chiffres, c'est la tête d'un vrai métier? Marion, tu veux bien laisser Romain et son salaire tranquille, histoire qu'on avance un petit peu, là? Parce que ça commence à... T'es vraiment un gros bidon, Romain, j'espère que tu le sais. Ouais, il doit au moins s'en douter. Allez, on s'y met? Allez. Alors, moi je penserais à Auto Reverse. Ah merde, Hervé, c'est con. C'est con pour une fois que t'as un début de semblant de bonne idée. Il se trouve que c'est un truc qui a déjà été trouvé il y a 500 ans. Les autres, des idées, bah tiens, vas-y Marion, par exemple. Je sais pas, auto-stop. N'importe quoi. Autorino? Ouais, Romain. Mesdames, messieurs, je présente l'artiste. Autorino. Autorino. Il est maintenant temps de passer aux nouveautés de la semaine. Alors, cette semaine, en rotation dans votre corps, rhinite, otite et angine. Voilà. Je comprends pas, pourtant je fais gaffe. Ah, mais ça, c'est le Toulouse Game Show. Ça crie dans le live house et après, ça se nique la gorge. Voilà. Ah. Tiens, essuie-toi, c'est dégueulasse, là. So I was talking about Little Surprise. Now we have here Francesco Forni, and together we will play Flying to You, which is a song for which I wrote the lyrics for Wolf's Rain. Je me lance dans ses bras. Je ne suis que heureuse maintenant. Hors des prisons n'existe pas. Le souvenir du vent dans un nouveau jour. Je m'envole vers toi pour toucher ton cœur. Je m'envole vers toi pour toucher l'amour. À travers les vagues du destin, je me lance doucement, guidée par l'imagine de ton visage fatigué. Maintenant, je vois l'amour dans tes bras. C'est simplement, si heureusement. Dans un nouveau jour, je m'envole vers toi pour toucher ton cœur. Je m'envole vers toi pour toucher l'amour. À travers les vagues du destin. En ce moment et jusqu'au 5 janvier, le Centre Pompidou à Paris accueille l'exposition Art Avatar de l'artiste numérique Pia Mirvold. Cette exposition interactive a la particularité d'avoir été créée avec Unity, un moteur de création de jeux vidéo dont vous entendez souvent parler sur nos lives. Alors aujourd'hui on est au Centre Pompidou à l'espace 1316. Donc ce qui se passe c'est qu'on travaille avec l'artiste Pia Mirvold qui a créé l'exposition Art Avatar que vous voyez derrière moi, qui en fait permet de pouvoir, grâce à Unity et à d'autres logiciels, de pouvoir en fait créer des formes animées 3D et ensuite de pouvoir jouer avec elles avec une Kinect. Un espace interactif créé avec un moteur de jeu vidéo. C'était l'occasion justement d'en apprendre davantage sur Unity. Alors Unity vient de 3 personnes qui ont fondé Unity
il y a à peu près une dizaine d'années, qui ont commencé en créant un jeu vidéo. Et elles ont utilisé Unity pour créer ce jeu vidéo. Et elles se sont rendues compte que elles n'étaient pas forcément très bonnes pour créer des jeux vidéo, mais elles étaient bonnes pour créer des moteurs de jeu. Donc en 2004, elles ont créé la société Unity Technology, qui était basée à l'époque au Danemark. Donc ça fait 10 ans que nous sommes créés, mais ça fait depuis fin des années 90 qu'Unity existe en tant que moteur. Unity avait un autre avantage, c'était un moteur de jeu qui était disponible sur Mac au moment où l'iPhone d'Apple a explosé. Pour développer sur iPhone, il faut être sur Mac, c'est ainsi que Unity a connu le succès. Et c'est devenu aujourd'hui un moteur très complet. Alors, Unity est un moteur de jeux vidéo. On a commencé comme moteur de jeux vidéo. Aujourd'hui, on élargit un peu le champ en disant qu'Unity est un moteur de développement de contenu interactif 3D et 2D. Donc Unity permet à des utilisateurs de tout champ de pouvoir créer soit des jeux vidéo en 3D, en 2D, qui peuvent ensuite porter sur des consoles, sur iOS, sur Android, sur Windows également, Linux, Mac. On a beaucoup d'écoles et d'universités qui utilisent également Unity, soit pour tout ce qui est game design, game programming, ou pour des classes d'architecture ou d'engineering. Le moteur de jeu, c'est l'endroit où on assemble toutes les briques. Donc la 3D, les objets 3D, le son, les animations. Et puis les programmeurs viennent programmer un peu tout ça, assembler, scripter et mettre de l'interaction. Et puis on met tout ça ensemble, on le pousse sur la plateforme et puis c'est bon. Pour créer un jeu avec Unity, la démarche est très simple. Je suis une petite équipe, je veux lancer sur Unity. Je télécharge la version gratuite, je commence à bosser dessus. Soit j'ai deux choix ensuite, soit mon jeu je le lance, il marche très bien, je gagne plus que 100 000 $, je dois acheter la version payante de Unity. Soit mon jeu il a une grosse ambition et j'ai besoin de quelques features de pro comme le profiler ou des ombres, quelque chose comme ça. Là je peux acheter la version pro pour avoir accès à ces... Une fois que tu as passé ce niveau-là, 100 000 $ ou acheter la version pro, après c'est ton argent, il n'y a pas de royalties, tu publies. Pour les créateurs de jeux vidéo, le gros avantage que propose Unity est son Asset Store. Alors l'Asset Store, en fait, c'est une initiative qui a commencé il y a 4 ans, qui est c'est comme l'App Store d'Unity. C'est un marché virtuel que nous avons mis en place. Le but, c'était d'aider notre communauté, d'aider nos utilisateurs à pouvoir s'échanger, à pouvoir compléter leur jeu, à pouvoir gagner du temps, également gagner de l'argent également, puisque les gens peuvent vendre leurs assets sur l'Asset Store. Le problème, c'est que faire un jeu, j'ai dit, c'est assembler des choses. Le plus dur dans un jeu, c'est d'avoir les choses à assembler. Genre, faire un jeu de voiture, ça veut dire avoir une voiture et un terrain. Et ça, c'est ce qui est long. C'est pas de mettre la voiture sur le terrain qui est difficile. Donc pour ça, on a quelque chose qui s'appelle l'Asset Store. Alors il y a des assets qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. C'est un peu comme l'App Store. On peut, au lieu d'acheter des applications, on achète des morceaux de jeu. On peut aller acheter une voiture, on peut aller acheter un circuit de course qu'un graphiste aurait déjà fait. On les met ensemble, on peut les modifier et on crée son propre jeu. Alors on peut trouver du son, on peut trouver des animations, on peut trouver de la motion capture, des animations en mocap, on peut trouver des voitures, on peut trouver des scripts, des paysages. Voilà, les mots m'en manquent parce qu'il y a tellement de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer et dont vous avez besoin dans un jeu, peut-être dans l'Asset Store. Donc un graphiste 3D qui a pas de travail pour l'instant, il peut s'amuser à faire une collection de tables et de chaises et les vendre sur l'App Store pour que les gens puissent fabriquer leur jeu. Si c'est un programmeur qui est au chômage, il se dit on peut faire un outil dans l'éditeur pour faire les mouvements de caméra par exemple, ou s'il y a un outil, si c'est un expert de quelque chose, il peut mettre son expertise, créer un plugin pour l'éditeur ou pour le jeu, le mettre sur l'Asset Store et puis tout le monde peut l'utiliser et puis il peut gagner de la vie comme ça, sa vie comme ça. Il y a plusieurs assets où c'est des entreprises qui vivent à plein temps en entier de leur vente sur l'Asset Store. Et l'éditeur de Unity semble plutôt facile d'accès, même s'il est en anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton. Voilà. Et là on dit quand je clique, je veux qu'il se passe, je veux que l'audio source, donc je la glisse là-dessus, qu'elle joue, qu'elle play. Voilà, là j'ai fait un bouton qui joue un son. Alors ça c'est quelque chose qui montre Unity 5, donc la prochaine version majeure,
on va avoir un robot animé avec un physical base shader. Je vais le mettre en plein écran pour qu'on voit mieux. Voilà. Et alors ce qui est intéressant avec le physical base shader, c'est qu'on peut changer l'environnement et le robot reste toujours compatible avec son environnement. Voilà. Et donc pour faire ça, je suis parti de l'asset store d'un robot qui est gratuit sur l'asset store. Et avec le nouveau shader, j'ai trafiqué la réflexion, l'émissivité, etc. Et on arrive à ce résultat-là. Voilà. Unity a commencé avec des ambitions modestes, mais les studios de jeux vidéo n'hésitent pas aujourd'hui à y faire appel. La société compte plus de 600 000 utilisateurs actifs de par le monde. Dungeon of the Endless d'Amplitude Studio, chroniqué récemment sur No Life, fait partie des jeux créés avec Unity. Et c'est aussi le cas de Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard. Unity est aussi très en vogue chez les développeurs japonais. Il est possible de télécharger gratuitement sur l'Asset Store Unity-chan, la mascotte du moteur au Japon. Si vous avez envie de tester Unity, la version gratuite est disponible en téléchargement sur Mac et Windows. L'exposition Art Avatar, elle, est ouverte jusqu'au 5 janvier, les mercredis, samedis et dimanches. So now we are with Francesco Forni, which I told you, with which I told you, I'm doing this project. We already had 2 albums. From Bedlam to Linane and Come to Me, or Come 2 Me in Italian. It's the second one. The second one, yeah. Later we will play something from the new album, which is called Calm. It's a meeting, it's an exhortation, an invitation to meet each other. Not just me and her, but all of you. Yeah. With all of you. And me and Francesco also, we met a long time ago and we started to play together since I think now more than, no, we don't say more than 15 years maybe. And yes, our first album is like, we started to play the first album, and we started like a kind of a trip that is kept going with the second one. We play Italian songs, we write in Italian. English too. The second one is all original songs, but the first one we had also some traditional songs inside, even in Spanish. Mexico, mariachi, and we have also the possibility with this first album to explore also many gender, even if we are considered like alternative folk, but we like blues, swing, folk, songwriting. That's it. That's it, yeah. So now, before we play for you a song for our album Come to Me, we have Les Oubliés de Playhistoire sur Cosmic Smash. Mes chers enfants, la leçon d'aujourd'hui va vous montrer qu'avec un petit peu d'imagination, il est toujours possible de faire du neuf avec du vieux. Saviez-vous par exemple que Sega avait autrefois tenté de marier le genre casse-brique avec le squash? Ah, j'en étais sûr, il suffit qu'on vous parle de sport pour que ça vous intéresse plus. Mais vous avez tort mes enfants, car le sport c'est essentiel pour votre évolution. D'ailleurs, si certaines en faisaient un petit peu plus, elles ne mettraient peut-être pas autant de temps avant de charger leur jeu. Cosmic Smash.
Tout ça pour vous parler de Cosmic Smash, un jeu totalement oublié aujourd'hui et paru en 2001 en arcade et sur Dreamcast. Il mêle donc habilement deux genres a priori incompatibles, le squash et le casse-brique. Mais ce rapprochement est expliqué par le scénario du jeu. En effet, on y incarne un personnage translucide, prisonnier d'une espèce de labyrinthe. Sa mission ? S'extirper du labyrinthe en cassant tous les blocs dans le temps imparti. Et pour cela, il ne dispose que d'une raquette et d'une balle. Voilà, tout devient désormais logique. Wii U, une question ? Ah, tout de suite les grands mots. Non, c'est pas une simple remise au goût du jour graphique d'un breakout. Certes, avec sa direction artistique très conceptuelle, Cosmic Smash est une expérience visuelle unique en son genre. Mais on y reviendra un peu plus tard. Les développeurs du studio Sega Rosso ont surtout eu l'intelligence d'intégrer le gameplay d'un jeu de tennis afin de rendre les frappes de balles plus dirigeables qu'un casse-brique traditionnel. Cosmic Smash n'est donc pas qu'une affaire de réflexe, mais bel et bien de technique et de talent. Cosmic Smash demande une concentration de tous les instants. En effet, les blocs que vous devez briser sont parfois mobiles ou protégés par des obstacles. Pour espérer toucher vos cibles, il faut donc doser à la fois le timing du tir et la trajectoire de la balle. En étant malin, vous pouvez faire en sorte que la balle rebondisse contre les obstacles pour atteindre son but. Dès que vous parvenez à détruire tous les blocs, vous passez au niveau suivant, tout en glanant au passage quelques précieuses secondes supplémentaires. Et bien évidemment, plus vous avancez dans le labyrinthe, plus la difficulté est élevée. Les cibles peuvent être plus ou moins grandes, opaques, transparentes, plus ou moins rapprochées, etc. C'est ce challenge qui permet à Cosmic Smash de fédérer, salut Roger, l'intérêt du joueur. Ouais bon ça va, vous moquez pas, hein, je peux pas être un ace de l'humour à tous les coups. Le joueur doit de temps en temps faire face à des colonnes entières de blocs. Pour les détruire, rien de tel que le Trick Smash. Il s'agit d'un coup spécial permettant de détruire des rangées entières de blocs. En contrepartie, cette technique surpuissante grappille quelques secondes au compteur. Mais elle permet de déclencher des Trick Finish, sorte de finale en apothéose avec ralenti et angle de vue spectaculaire. Cosmic Smash étant basé sur le scoring, c'est une technique qui permet de gagner des points plus rapidement. Il en existe d'autres, comme le fait de ne jamais perdre de balles ou de terminer le niveau en un temps record. Une question est fun ? Ah, ça te rappelle le film Tron ? Bah belle référence, hein, et puis c'est pas tout à fait faux. En fait, Cosmic Smash s'inscrit dans la logique des expériences visuelles comme Rez. Le design, très épuré, plonge le joueur dans un univers souvent immaculé. À l'écran, quelques couleurs se disputent la place restante et le jeu s'offre également de rares passages dans l'obscurité la plus totale. On a l'impression d'évoluer dans un environnement spatial rappelant certaines tendances SF un peu rétro. Le jeu bouge bien en toutes circonstances et fait profiter de jolies animations. C'est que notre sportif transparent, il en fait des cabrioles. Il peut sauter, se jeter pour rattraper la balle et même rebondir sur les murs. Ambiance spatiale oblige, les programmeurs ont aussi instauré un système de gravité qui permet de ralentir les déplacements de l'avatar. Au départ, il faut s'habituer, mais ce type de mouvement est indispensable pour obtenir le meilleur score. Oui PS4, tu veux savoir quelque chose? Ah, combien de niveaux? Bah on peut en parler maintenant si vous voulez. À partir du 8e niveau, plusieurs embranchements s'offrent aux joueurs. À l'instar d'un outrun, vous êtes libre de continuer sur un parcours facile ou, au contraire, de miser sur une épreuve un peu plus complexe. La carte de Cosmic Smash ressemble à un plan de métro, avec ses différentes lignes. Ces embranchements confèrent à Cosmic Smash une rejouabilité certaine, puisque chaque partie est différente de la dernière. Bref, avec sa cinquantaine de niveaux disponibles, le jeu de Sega Rosso sait tenir le joueur en haleine. Et puis, avouez qu'avec cette ambiance entre musique expérimentale et voix robotique, ce jeu de squash a de quoi séduire la plupart des gamers que nous sommes. Ouais voilà, et dès qu'on parle de sport, il n'y a plus personne. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Avec un tel concept, on se demande encore pourquoi Cosmic Smash est amputé d'un mode 2 joueurs. Jouable uniquement en solo, ce titre Dreamcast proposait tout de même une fonctionnalité intéressante pour l'époque, le classement internet. À la fin de votre parcours, le programme vous donnait un mot de passe à taper sur le site officiel du jeu. Ainsi, vous pouviez connaître votre niveau par rapport aux joueurs du monde entier. Avec ces 17 chiffres, le mot de passe n'était certes pas très pratique, mais les leaderboards sur console étant à cette époque que trop rares, on n'allait évidemment pas bouder notre plaisir. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Retenez bien le nom de Cosmic Smash. Non seulement c'est l'un des seuls jeux de squash de la préhistoire, mais aussi et surtout car il parvient à dépoussiérer avec brio un autre genre, le casse-brique. Et pour la semaine prochaine, je vais vous mettre au sport. Notez bien, vous allez commencer par me faire 100 pompes, ensuite une cinquantaine d'abdos, puis une série de...
Me portez pas comme ça, c'était pour rire. Now Come from our new album, Come to Me. Come into this silent dream when the wind blows on my neck and I turn back as if you were here. Silent dream when the wind blows on my neck and I turn back as if you were here. Come into this world night for silence and peace, because time stops here between me and my dreams. Come, silent dream when the wind blows on my neck and I turn back. Come into this world light with your love and praise, 'cause the flame is lying in this space. Come. And take what you want. It's all you show.